Mesdames et messieurs, bonjour. Chers auditeurs et internautes de Radio Okapi, c'est toujours un plaisir d'être devant vous. Vous le savez, moi, je suis Alain Irung-Mouchinge et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir son Excellence, Monsieur le ministre Gilbert Kabanda Kourenga. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, mon cher Young. Vous êtes ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Avec vous, nous allons faire un peu le point de vos premiers 100 jours à la tête de ce ministère. Et je dois déjà préciser d'entrée de jeu que ce n'est pas en 30 ou 45 minutes qu'on peut faire le bilan, soit-il de 100 jours d'un ministère aussi vaste. Monsieur le ministre, le 19 août dernier, vous avez organisé la première édition du conclave du génie scientifique congolais à Kinshasa. 3 mois après cette activité, peut-on dire que la RDC a finalement défini sa politique nationale de la recherche, de l'innovation technologique et de l'invention? Merci, cher Alain. Une petite correction quand même. Je vous en prie. Le conclave du génie scientifique congolais, je l'ai organisé plutôt l'année passée. L'année passée, oui. Cette année-ci, j'ai organisé, le 19 août dont vous parlez, le forum du génie scientifique congolais. Tout à fait. Il y a une différence sémantique, mais aussi de fond. Exactement. Entre les deux. Le conclave, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, il s'agissait d'un moment de passage entre l'élite intellectuelle du temps colonial et l'élite intellectuelle du Congo qui se prend en charge et qui, à partir de l'année passée, ça c'est ma façon de voir les choses, devait se considérer comme le nouveau leader de la science et de la technologie au Congo, ayant remplacé l'ancien leader qui était le leadership belge. Et donc, l'année passée, le 19 août passé plutôt, j'ai organisé un forum. Un forum, c'est une sorte de foire scientifique, technologique, en fait, dans la continuité du conclave. Le but ayant été de continuer à démontrer à notre population, à notre gouvernement, que l'intelligentsia congolaise, qui doit présider, qui doit diriger le développement scientifique et technologique du pays, est bel et bien là, qu'elle se manifeste et qu'elle doit se manifester régulièrement, une fois par an, un forum. Dieu merci, j'ai présenté cette façon de voir les choses au président de la République qui a accepté que nous puissions effectivement, une fois par an, nous manifester, montrer à la nation ce que nous avons produit dans nos têtes pour développer ce pays, pour le bâtir plus beau qu'avant. Alors, à l'issue de ces deux activités, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, on peut affirmer, sans avoir froid aux yeux, que la RDC a une politique de recherche scientifique, d'innovation, de technologie, de l'invention? Oui, parce que ce conclave, ce forum, découle, c'est une des stratégies de mise en œuvre de cette politique qui a été définie par votre interlocuteur que je suis maintenant et qui va bientôt être présentée de manière très officielle au gouvernement pour une adoption officielle, une adoption qui sera publiée de manière à ce que l'intelligentsia congolaise comprenne les objectifs, les stratégies fondamentales et les différents plans, programmes,
de prise en main scientifique et technologique du pays. Que ce soit au conclave, que ce soit au forum sur le ministre, il y avait des inventeurs, il y avait des génies congolais. Dans l'accompagnement que votre ministère avait promis de leur accorder, qu'est-ce qui a été fait concrètement dans les 3 mois, dans les 100 jours? Concrètement, dans les 100 jours, je crois que vous avez suivi. Après la clôture du forum, donc du mois d'août passé, nous avons mis en place un comité qui doit élaborer ce qu'on appelle le business plan. Le business plan, c'est-à-dire un plan d'affaires pour que ces inventions, ces innovations puissent passer du stade de simple spécimen prototype au stade de produits industriels. Ce business plan est en élaboration présentement et sera présenté une fois qu'il est terminé. Il sera présenté au gouvernement, à Madame la Première ministre, pour que, à l'instar des 64 prototypes de l'année passée, les prototypes de cette année-ci, et je vous informe déjà qu'il y en a à peu près 170, puissent à leur tour entrer dans le programme du gouvernement. Monsieur le ministre, vous parlez de ces inventeurs, mais avant vous, votre prédécesseur, déjà en 2019, il y a 100 inventeurs et innovateurs congolais qui avaient été sélectionnés par le ministre de la Recherche scientifique de l'époque dans le cadre de la première édition de la masterclass de l'inventeur et innovateur congolais. 4 ans plus tard, ces chercheurs et scientifiques disent être encore à la case de départ, qu'ils sont abandonnés, aucune promesse n'a été tenue selon eux. Est-ce que vous avez eu vent de cette activité-là qui avait été organisée avant vous? En fait, ce que j'ai fait, c'était une formule de reprise en main du processus de 2019. De manière beaucoup plus structurée scientifiquement. C'est ainsi que parmi ces lauréats de 2019, il y a 17 qui sont venus entrer dans le lot des 64 que j'ai présentés à Madame la Première ministre pour entrer dans le programme. Il faut préciser ceci. 2019, c'était un ensemble de, si vous voulez, inventeurs, d'artisans, de personnes qui avaient des prototypes à présenter au gouvernement, mais qui ne relevaient pas nécessairement de la recherche scientifique et technologique. Écoutez, par exemple, fabriquer une chaussure, ce n'est pas de la recherche scientifique et technologique. Mais c'est une activité appelée à être valorisée, la base d'un développement économique. Donc, j'ai trié parmi ceux qui s'étaient présentés en 2019, ceux qui avaient un caractère scientifique et technologique, et je les présentais maintenant dans le lot de l'année passée, je les présentais à la Première ministre pour que ça entre. Les autres sont toujours pris en compte, mais il y a d'autres structures, il y a notamment l'ANAPI, il y a une structure étatique qui a été mise en place pour les prendre en charge, notamment les artisans, ceux qui ont ils ont créé des ateliers, ainsi de suite. Ils sont importants sur le plan du développement socio-économique, mais on ne les appelle pas invention, on ne les appelle pas innovation.
Monsieur le ministre, au conclave déjà de l'année passée, le président de la République avait émis le vœu de voir le budget de la recherche scientifique être élevé, augmenté jusqu'à 3% de 0,5% qu'il était. Est-ce que pour 2024 et même 2025, est-ce que cette promesse ou cette recommandation du président de la République a été respectée? Oui, l'Assemblée nationale, l'année passée, pour donc 2024, cette année-ci, a doté le ministère de la Recherche scientifique d'un budget de l'ordre de 3% du budget national, respectant ainsi l'instruction du président de la République. Alors, le 12 septembre 2024, Monsieur le ministre, vous avez présidé la cérémonie inaugurale du Comité national du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants en Seine-Péry. C'est une première en RDC. Concrètement, qu'est-ce que cela va apporter dans ce domaine? Les rayonnements ionisants, j'espère que vous comprenez de quoi il s'agit. Il s'agit généralement de rayonnements, de radiation, une sorte de lumière, si vous voulez, mais lumière pas nécessairement visible, hein. Il y a des lumières qui ne sont pas visibles, et ce sont malheureusement souvent les plus nuisibles, les radiations, qui sont émises généralement par des matières premières, spécialement les mines, et qui, lorsqu'ils entrent dans l'organisme, peuvent ioniser, c'est-à-dire faire une transformation chimique de certaines substances de notre corps pouvant nous rendre malades. Alors, qu'est-ce que il faut en attendre? C'est que nous avons un pays qui a plein de mines et que ces mines sont bien entendu intéressantes sur le plan du développement économique, mais aussi ont cette caractéristique de pouvoir être nuisibles médicalement sur le plan de la santé publique. Alors, les rayonnements ionisants sont du domaine de la recherche scientifique parce que nous n'avons pas encore maîtrisé toutes les substances minérales de notre pays. Nous sommes en train d'étudier, c'est pour cela que ça relève du domaine de la recherche. Connaître ces substances qui émettent des rayonnements ionisants, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les chercher. Ça signifie qu'il faut que cette activité soit menée par le ministère de la Recherche. Et au-delà, une fois qu'on les a découvertes, il faut savoir, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, qu'est-ce que ces rayonnements ionisants peuvent provoquer de négatif sur la santé de la population. Et là, nous sommes déjà en plein dans les centres de recherche. Monsieur le ministre, là, on parlait du CNPRI, mais il y a beaucoup d'autres centres de recherche en RDC qui sont aujourd'hui le parent pauvre, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui fonctionnent difficilement. Quel état des lieux aujourd'hui en tant que ministre de la Recherche scientifique dressez-vous de tous ces centres de recherche en RDC? Écoutez, quand je suis arrivé à la tête du ministère, je ne m'étonnais pas de ce que ces centres-là soient dans un état, beaucoup d'ailleurs dans un état de délabrement. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Lorsque vous avez un budget de 0,5% de la recherche, qui n'est exécuté qu'à 20%, 40%, les centres qui dépendent de vous, qui doivent être équipés, qui doivent être fournis en termes de professionnels, différents chercheurs qui doivent être payés, et que ces centres ne sont pas équipés, n'ont pas de chercheurs voulus, quel état voulez-vous, autre que le délabrement? C'est pour cela que j'ai insisté et que Dieu merci, j'ai été écouté, entendu par le numéro 1 de la République, le président de la République, et tout le gouvernement, pour que nous puissions revitaliser nos centres de recherche, en donnant d'abord ce 3%, mais ce 3% ne suffit pas encore. Je voudrais vous rappeler, je crois vous l'avoir déjà dit, que des pays développés déjà, et qui dominent le monde, les États-Unis ont à peu près 15% de leur budget consacré à la recherche, alors qu'ils sont déjà développés. La Chine a un budget de 23%
de son budget national consacré à la recherche. Nous ne sommes qu'à 3%. Et donc, nous ne sommes qu'au début. Le plus important est la volonté qu'a le président de la République, le chef du gouvernement, pour pouvoir progresser, aller jusqu'à un taux qui sera digne d'un pays comme le Congo, parce que sans cela, le Congo ne pourra pas se développer. Monsieur le ministre, en parlant de la situation des centres de recherche, il y a par exemple l'Observatoire volcanologique de Goma, l'OVG, qui est en service minimum à la suite d'une grève déclenchée pour réclamer les arriérés de la prime spécifique. Quelle suite leur avez-vous donné? Ils sont jusqu'aujourd'hui en suspension de grève. C'est un service minimum qui est opéré sur terrain, mais quelle est la solution pour eux? J'ai reçu il y a 2 jours les assurances du ministère des Finances que le problème de leur prime est réglé. J'ose croire que au cours de cette semaine, plus tard la semaine prochaine, ce sera fait. Donc ils doivent s'apaiser. Absolument. La solution est trouvée. Ok, je pense qu'ils ont suivi et qu'ils sont effectivement apaisés. Monsieur le ministre, on parlait des rayonnements ionisants tout à l'heure, mais un autre problème crucial en RDC, c'est que on ne parvient pas encore à joindre la recherche scientifique et les problèmes de la société au quotidien. Comment vous faites ce lien-là juste à ce jour? C'est simple. Les problèmes de la société doivent être résolus. Ils sont divers. Le législateur a prévu que pour les résoudre, il faut créer des structures sectorielles qu'on appelle ministères. Santé, agriculture, habitat, affaires étrangères, ainsi de suite. Ces ministères-là, leur rôle, c'est de mettre en œuvre les solutions conçues par la recherche scientifique et technologique pour le développement du pays. Donc, vous comprenez tout de suite le lien qu'il y a entre un ministère, par exemple, comme l'agriculture, comme la santé, comme le numérique et la recherche scientifique. Le ministère de l'Agriculture, son rôle est de développer l'agriculture en améliorant le sol, en achetant les différents intrants et en développant tout ce qui doit être développé jusqu'à l'alimentation. Mais pour le faire, ce ministère a besoin de semences, a besoin de machines adaptées, pas n'importe quelle semence, pas n'importe quelle machine. Exemple, on nous a amené une fois des tracteurs de la Chine pour le Congo. Ceux qui ont acheté ces tracteurs n'ont pas réalisé que les tracteurs conçus pour le sol chinois ne sont pas nécessairement des tracteurs adaptés au sol congolais. Et donc, ces tracteurs arrivés chez nous, je pense que vous êtes au courant, beaucoup n'ont pas fonctionné. C'est parce que on n'avait pas mis à contribution le ministère de la Recherche pour chercher, examiner quel type de tracteur nous devons avoir qui soit adapté d'abord à notre capacité de gérer un tracteur, 2, à notre sol. Notre sol a des pierres, a une composition chimique, nous avons des arbres, nous avons des feuilles. Une fois que le tracteur a labouré, nous avons des semences qui doivent aussi être adaptées à notre sol, à notre climat. Ce n'est pas nécessairement une semence qui pousse bien au désert que nous allons prendre pour le faire pousser chez nous. Ça s'appelle recherche scientifique.
Donc, pour que notre ministère de l'Agriculture puisse produire la nourriture, parce que c'est son rôle, il faut que les différents ingrédients qui entrent dans la production de la nourriture, je les ai déjà cités, je ne répète pas, puissent avoir été examinés par ces scientifiques que sont les agronomes, les chimistes, les biologistes, les ingénieurs. Et ça s'appelle recherche scientifique. Donc, le ministère de la Recherche, de l'Agriculture ne pourra pas améliorer l'agriculture sans que, en amont, je dis bien, le ministère de la Recherche lui ait dit, voilà ce que vous devez étudier. Parce que tout est scientifique et tout est technologique. Et ce que je dis pour le ministère de l'Agriculture est tout aussi valide pour tous les ministères. Si vous allez à l'étranger, vous allez en Chine, vous allez aux États-Unis, vous trouverez bien que, ce que le ministère de l'Agriculture française ou chinoise ou américaine utilise comme intrant, comme semence, ainsi de suite, c'est le fruit de la recherche scientifique qui précède le travail de développement de l'agriculture. Monsieur le ministre, parce qu'on parle de l'agriculture, nous avons l'INERA ici en RDC qui était l'un des fleurons en termes de recherche scientifique, tant en Afrique centrale qu'en Afrique en général. Mais aujourd'hui, comment ça se passe à l'INERA? Comment va l'INERA? L'INERA, il ira mieux. Il va pas très bien, mais il ira mieux avec la volonté, comme je vous ai dit, de la haute hiérarchie de la République, avec notre volonté. L'INERA entre dans l'ensemble de tous les centres de recherche que nous devons redynamiser avec ce budget dont je vous ai parlé. Pour le moment, nous sommes en train, que ce soit l'INERA, que ce soit les autres centres. Vous n'avez pas cité le centre de recherche nucléaire, vous n'avez pas cité le centre de recherche en sciences naturelles. Il y en a plusieurs de gros centres qui étaient de grosses locomotives, si vous voulez, de la recherche scientifique, avec cette politique que nous sommes en train de implémenter grâce, avec l'appui de la haute hiérarchie. Toutes ces structures, je ne dis pas aujourd'hui, demain, parce que nous sommes au début, toutes ces structures vont être, dans un délai, je suis assez optimiste, de 1 an, être suffisamment opérationnelles et visibles sur le terrain des opérations par le public. Alors, Monsieur le ministre, nous parlions tout à l'heure des problèmes que la recherche scientifique, des problèmes de la société que la recherche scientifique doit résoudre. Il y a par exemple ces jours-ci à Kinshasa le problème des embouteillages, il y a les problèmes d'insalubrité. Est-ce que votre ministère a été contacté dans le sens de réfléchir ou d'apporter certaines solutions, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Exact. Je pense que vous avez suivi un conseil des ministres qui s'est tenu il y a à peu près 1 mois, où cette problématique a été posée. Il y a eu un début de solution qui est déjà d'ailleurs opérationnel. Vous avez vu la modification des sens de trafic selon qu'on est le matin ou bien le soir. Mais il y a eu aussi une décision du Conseil des ministres que nous puissions utiliser une technologie nationale, le robot roulage, de Madame l'ingénieure Kirongozi, qui a fait ses preuves, et des instructions ont été données au gouverneur de la ville et au ministre des Transports et Communications pour que le robot roulage, qui est une fierté, du reste, une fierté nationale, puisse être déployé, bien entendu multiplié et déployé sur nos axes routiers, en commencer bien sûr par Kinshasa, et puis les villes de l'intérieur. Alors, la RDC est en guerre, Monsieur le ministre, je ne vous l'apprends pas. Quelle peut être la contribution de la recherche scientifique dans ce domaine? Rassurez-vous, mon cher Alain, nos chercheurs, comme vous venez de le dire, sont aussi
préoccupés par cette situation-là. Et nous avons des solutions qui sont dans le laboratoire. C'est tout ce que je peux vous dire à cet instant. Le moment venu, ces solutions seront visibles sur le terrain. On a évoqué le cas du centre nucléaire, le CRENK, entouré de plusieurs têtes d'érosion, menacé de disparition. C'était d'ailleurs parmi le premier centre nucléaire en Afrique. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites pour sauver ce centre avant qu'il ne disparaisse? Ben, il ne disparaîtra pas. Je me rappelle que le problème des érosions au Krenka, c'est un vieux problème. J'étais encore étudiant à l'Omanium quand ce problème se posait parce que le Krenka est conçu sur une pente. Et ce problème a été géré, je crois, de manière satisfaisante pour qu'il n'y ait pas de crainte. Je n'ai pas les détails du dispositif qui a été mis en place, mais je sais que la situation est maîtrisée. Et en termes pour parler relation entre le centre nucléaire et par exemple la médecine, en RDC aujourd'hui, quel est l'apport de ce centre dans le domaine médical? Ben, vous touchez là un problème d'actualité d'ailleurs. Si vous avez suivi il y a presque un an, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique est venu ici à Kinshasa, pour la première fois d'ailleurs, depuis que nous avons le réacteur nucléaire. Il est venu ici à Kinshasa et avec lui, lui et moi, nous avons posé la première pierre du du premier centre de radiothérapie contre le cancer et de radiopharmacie. Eh bien, radio, ça vient du rayonnement, comme vous avez dit. Ce sont des rayonnements qu'on utilise et qui sont du domaine de l'énergie atomique pour soigner le cancer. Eh bien, nous sommes, d'ailleurs, dans 3 jours, je serai à Vienne pour justement continuer le plaidoyer et le processus d'acquisition des équipements qui vont équiper ce centre de radiothérapie, qui sera le tout premier centre public de radiothérapie dans notre pays, dans le traitement du cancer et bien sûr d'autres maladies aussi, mais pour le moment, on vise le cancer qui est quand même une pathologie extrêmement mortelle et qui nous préoccupe énormément. Donc, en résumé, je peux vous tranquilliser, nous sommes dans le processus pour l'acquisition des équipements, pour la construction des bâtiments, et j'espère que dans un délai très bref, avant la fin de l'année prochaine, les travaux de notre centre seront soit suffisamment avancés, soit terminés. Monsieur le ministre, vous avez effectué plusieurs missions à l'étranger, notamment à Vienne en Autriche, à la 68e session de l'Assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le bannissement des armes nucléaires et l'usage pacifique des armes atomiques, à Vienne en Autriche encore à la 35e réunion de l'accord régional de la coopération sur la recherche, le développement et la formation dans les domaines de la science et de la technologie nucléaire, à New York, aux États-Unis, à la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies pour commémorer la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, au Forum de partenariat Russie-Afrique à Sochi en Russie, à Antananarivo à Madagascar, à la 33e session ordinaire du Conseil des ministres d'Africa Rice qui se tient à Antananarivo, Madagascar, qui s'est tenu du 13 au 15 novembre dernier. Concrètement, Monsieur le ministre, quel bénéfice la RDC tire-t-elle de toutes ces missions? Le bénéfice des missions en général pour un ministre, c'est les solutions. On va à mission pour aller chercher une solution pour son pays. Sinon, il n'y a pas de raison d'aller à mission, de dépenser l'argent du trésor public pour aller à mission. Et concrètement, dans le cadre de la recherche scientifique, qu'est-ce qu'on peut considérer comme retombées positives? Vous avez cité Vienne. Vienne, c'est le siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Eh bien, je viens de vous dire ce que nous sommes en train de négocier et pratiquement d'obtenir de cette agence pour la construction du premier centre public de radiothérapie contre le cancer notamment, dans notre pays. Là, c'est le premier bénéfice. Concernant Vienne, l'énergie atomique. Concernant New York, il y a aujourd'hui une politique internationale qui veut que les armes atomiques soient bannies pour ceux qui les ont, qui ne les utilisent plus, pour ceux qui ne les ont pas, qui ne commencent pas à chercher à les avoir, parce que ce sont des armes à destruction massive, comme vous le savez. Bien, le Congo s'est inscrit dans le groupe, le deuxième groupe, c'est-à-dire ceux qui ne les ont pas et qui donc ne doivent pas les acquérir. Et il y a toute une politique internationale qui est mise en place. Et chaque année, en tout cas régulièrement, on vérifie, l'ONU vérifie si cette politique internationale, si cet engagement international est respecté par les différents États. Parce que, on ne sait jamais, il peut y avoir des États qui ont des velléités de ça. Alors, le rôle de l'ONU, maintien de la paix, est de veiller à ça. C'est pour cela que j'ai été à New York pour confirmer que la République démocratique du Congo est dans le groupe des pays qui ont souscrit à la non-prolifération des armes nucléaires, mais aussi à la non-construction des armements nucléaires. C'était donc si vous voulez, une rencontre diplomatique pour Africa Rice en Afrique, en Russie, en Sochi. À Sochi, c'était pour aller démarrer la coopération dans la recherche scientifique et technologique avec la Russie. Vous savez très bien que la Russie est un grand pays dans le domaine de la technologie, de la recherche scientifique. J'ai été invité par mon homologue russe pour que je puisse échanger avec lui. Surtout d'ailleurs que, en même temps, notre ministre des Affaires étrangères a signé l'accord de coopération entre la Russie et le Congo. Ce qui fait que tous les ministères, notamment congolais, qui ont des besoins de coopération avec la Russie, eh ben, ils ont maintenant un cadre officiel. Et je serai sûrement parmi les tout premiers à bénéficier de ce cadre, c'est-à-dire mon ministère, dans le cadre de la coopération qui est nécessaire entre la Russie et nous pour développer notre recherche scientifique et technologique, suivant le modèle, en voyant comment le modèle russe, qui est un grand pays dans le domaine de la technologie et de la science, nous allons sûrement obtenir des bénéfices dans ces relations-là, et c'est ces relations que je suis allé ouvrir auprès de mon homologue russe. Alors, en Afrique, Madagascar, j'ai été à Madagascar, c'est Africa Rice. Africa Rice, c'est une organisation qui regroupe aujourd'hui 28 pays africains pour l'objectif autosuffisance alimentaire en riz de l'Afrique, tout simplement. Vous comprenez pourquoi? C'est parce que le riz est un des aliments de base de toute l'Afrique. Nous avons principalement en Afrique 4 groupes d'aliments de base. Il y a le riz, il y a le maïs et il y a le manioc. Le riz est parmi les 3 grands groupes d'aliments de base, et un constat a été fait à un moment donné par des scientifiques africains
essentiellement des scientifiques, des politiques aussi, que l'Afrique ne produisait plus suffisamment de riz. Avant l'indépendance, l'Afrique produisait suffisamment de riz pour cette population. Après les indépendances, avec l'augmentation de la population, il a commencé à y avoir un déficit de riz dans beaucoup de pays africains. Et aujourd'hui, les statistiques montrent que le gros du riz que l'Afrique consomme est plutôt importé essentiellement de l'Asie. Alors, il y a eu, depuis quelques années, un groupe de pays qui ont estimé qu'il fallait que l'Afrique, qui en a les capacités, parce que nous avons des capacités de produire du riz, comme le faisions avant l'indépendance. Nous avons des capacités de le produire, cet aliment essentiel de base pour nos populations. Donc, ils ont estimé que l'Afrique devrait s'autosuffire en riz. Et ils ont mis en place une organisation appelée Africa Rice. Et notre pays est membre de cette organisation à travers le ministère de la Recherche scientifique. C'est ce que moi j'ai trouvé, et non pas à travers le ministère de l'Agriculture. Certains pays, c'est l'agriculture, d'autres pays, c'est la recherche scientifique. Bien, je suis allé là pour, assister à ce forum, deux, prendre la présidence du Conseil des ministres de cette organisation pour 2 ans. Et donc, je vais présider pendant 2 ans Africa Rice, et je pense que c'est une bonne chose pour nous. Ça tombe au moment où nous sommes en train justement de mettre en place notre politique, notamment dans le domaine de la recherche scientifique concernant le riz, concernant l'alimentation. Ça tombe très bien pour que nous puissions, au bout de ces 2 années, élaborer une politique de riz, non seulement pour le Congo, mais aussi pour l'Afrique. Monsieur le ministre, notre entretien est déjà en train de toucher vers sa fin. La recherche scientifique rime aussi avec bourse d'études pour ces chercheurs qui veulent continuer par faire leur parcours. De ce côté-là, qu'est-ce que votre ministère fait concrètement? Bourse d'études signifie que il y a des partenaires étrangers qui donnent des bourses et qui proposent des modèles de recherche que nous n'avons pas. Ma visite en Russie était aussi en partie pour cela. C'est que la Russie nous a dit qu'elle a augmenté le nombre de bourses d'études pour les Congolais dans le cadre de l'amitié fondée sur les relations nouées à partir de Lumumba. Donc, l'amitié sino-russe, vous savez qu'elle a comme fondement Lumumba. Et ils ont donc consenti que nous puissions avoir des bourses post-graduates, c'est-à-dire de ceux qui sont déjà soit licenciés, soit docteurs. Et il va y avoir sûrement des bourses de recherche dans le domaine de la recherche que nous allons solliciter dans ce même cadre-là. Pour terminer, Monsieur le ministre, un message à tous ces Congolais qui fondent leurs espoirs dans la recherche scientifique et les innovations technologiques. Qu'est-ce que vous leur dites pour finir? L'unique message que je répète d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est un message à l'intelligentsia congolaise. Nous avons aujourd'hui une masse, je ne dirais pas critique, mais une masse importante de cerveaux au Congo, dans tous les domaines scientifiques. Beaucoup sont même à l'extérieur parce que on n'a pas pu les utiliser au pays. Eh bien, le message que je leur lance, c'est de croire. C'est un message de foi. Foi en qui? D'abord, en eux-mêmes. Que le Congolais, le cadre congolais, qu'il soit médecin, ingénieur, chimiste, biologiste, pharmacien, agronome, économiste, juriste, que le cadre congolais est le seul, je dis bien le seul, qui va développer ce pays. Ce pays ne se développera pas par les étrangers. Il n'y a pas de modèle de développement
qui a été prise en main par les étrangers de tous les pays que nous connaissons. Un, que ces cadres-là soient conscients que le Congo a des capacités, d'abord naturelles, nous connaissons nos potentialités que nous balançons dans la presse depuis les indépendances, que ces capacités-là, si nous, les cadres congolais, nous ne les prenons pas en main avec nos cerveaux pour en tirer ce que Dieu a prévu que nous en tirions par la recherche, par la science, ces matières premières-là vont partir toutes. Un jour, il n'y en aura plus. Le jour où il n'y en aura plus, ceux qui les auront prises seront les maîtres du monde, et nous, qui les avons toutes envoyées là-bas, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, pour regretter notre misère. Alors qu'aujourd'hui, nous avons la capacité d'utiliser nos cerveaux pour transformer chez nous, ici, ces matières premières. Soit nous-mêmes avec nos cerveaux, il y en a beaucoup de gens qui ont fait des preuves de capacités de transformation de ces matières premières dans différents domaines, soit avec la collaboration de certains partenaires étrangers de bonne foi qui ne cherchent pas une deuxième colonisation de la République. Et il y en a. C'est ça le message que j'adresse à l'intelligentsia congolaise. Monsieur le ministre Gilbert Kabanda Kourenga, je rappelle que vous êtes ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Merci d'avoir accepté cette interview, cet entretien. Merci mon cher Alain. Merci.